Que d'évolution de l'ancien surgé au CPE actuel, à tel point qu'on peut complètement dissocier le surgé du CPE. Malgré ça, le rôle d'enquiquineur qui distribue des heures de colle à tout le monde lui colle bien à la peau, alors même que ses missions s'élargissent au sein de l'établissement et que son rôle ne s'arrête plus à la discipline depuis longtemps. La question, dans quelle mesure les CPE contribuent-ils pleinement au dynamisme de l'établissement? C'est sur Capsule Éducation. Un brin d'histoire rapide pour les collègues. Le surveillant général de 1847 et sa discipline invétérée ont connu leur première évolution majeure après 1968. Deux statuts sont créés. Le conseiller d'éducation qui exerce en collège comme fonctionnaire de catégorie B et le conseiller principal d'éducation pour le lycée en tant que fonctionnaire de catégorie A. Les missions se rapprochent déjà de notre CPE actuel, mais c'est en 1989 que le CE disparaît, avalé dans le statut du CPE. C'est aussi là que cette fonction voit ses rôles se diversifier dans l'établissement. Cet épisode-ci s'attache à la partie dynamisme, mais on aura l'occasion de découvrir toutes ces autres facettes dans d'autres épisodes. Sans plus tarder, filons sur les bases et les concours accessibles pour le collègue CPE. Déjà, le conseiller principal d'éducation est un fonctionnaire d'État de catégorie A, comme ses collègues enseignants, tout du moins dans le public, entendons-nous bien. Cependant, il n'est pas dans les classes, pas tout le temps en tout cas, et pas dans une optique de transmission de connaissances, mais dans celle de sensibilisation et de responsabilisation. On le trouve dans les collèges, les lycées généraux et technologiques, les lycées professionnels et les EREA. EREA, souviens-toi, ce sont les établissements régionaux d'enseignement adapté. En théorie, ce sont 1607 heures travaillées par an, mais au final, ce sont bien 40 heures et 40 minutes hebdomadaires inscrites dans leur emploi du temps, dont 4 heures laissées à leur appréciation pour l'organisation de leur mission. Et là, on ne sait pas si c'est dans l'établissement ou hors de l'établissement, ça c'est pas marqué dans la circulaire. Comme pour les collègues AED et la vie scolaire, il y a un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures. Je te dis ça en me sentant plutôt très mal pour les collègues qui n'arrivent même pas à trouver 2 minutes pour se soulager. On sait qu'entre la théorie et la pratique, c'est pas ça, et on s'en reparle très vite. C'est donc un total de 39 semaines de travail, dont 3 sur des semaines administratives à effectuer pendant les petites vacances, sur la première semaine de juillet et la dernière semaine d'août. Là encore, chaque établissement choisit son fonctionnement. Exemple simple, ne pas travailler sur les petites vacances, mais rester plus longtemps sur les semaines administratives. Les concours, toute une histoire. Dans l'enseignement public, ce concours est accessible dans les mêmes conditions que les concours enseignants. Le système de mutation a des similarités aussi. Il faut passer par SIAM, tout le tintouin. Pour en savoir plus, je t'invite à jeter un petit coup d'œil au chapitre concours à passer pour devenir enseignant de l'épisode 8. 3 grades et leur échelon de rémunération accessible pour les CPE. La classe normale, la classe exceptionnelle et la hors-classe. Pour être titularisé, il faut avoir le concours CPE et un master meuf encadrement et éducatif. Rien de nouveau là-dedans. Allez, histoire de dissiper les doutes quand même, ce concours porte un nom précis. Le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Pas un CAPES, mais les CPE qui passent ce concours sont bien des personnels certifiés, au cas où tu entends dire le contraire par des collègues. Puis bon, on a plus l'habitude de dire concours CPE que l'appellation complète. L'enseignement privé sous contrat n'a pas de concours CPE propre. Pas de mystère là-dessus, le CPE qui veut se diriger vers le privé se présente lui-même à l'établissement avec lettre de motivation et CV. Et contrairement aux enseignants du privé, lui n'a pas à passer un accord précollégial ou collégial pour être embauché. Il est personnel de droit privé et son salaire dépend de son OGEC, pas de l'État, y compris s'il a passé le concours CPE de la fonction publique. À noter que postuler dans le privé sans être lauréat du concours CPE, ce n'est pas forcément un frein. Eh oui, en effet, les recruteurs, souvent les chefs d'établissement et leurs gestionnaires d'ailleurs, acceptent aussi des candidats qui n'ont pas de concours, mais qui ont été déjà CPE contractuels dans le public, ou AED, voire n'ayant jamais travaillé dans un établissement scolaire. C'est selon la compétence et comment l'entretien se passe, si les réponses et la réactivité sont en accord avec les demandes des recruteurs. Il n'y a certes pas de concours CPE spécifique au privé, mais il y a des certifications et des qualifications pour professionnaliser le métier et renforcer les compétences. Des formations sont accessibles pour obtenir un certificat de qualification professionnelle d'éducateur de vie scolaire. Le VS est alors censé maîtriser 11 compétences de la vie scolaire.
On trouve aussi un certificat de qualification professionnelle de coordinateur de vie scolaire, avec cette fois-ci la maîtrise de 8 compétences de vie scolaire. Détail qui a son importance. Ces certificats de qualification professionnelle ne sont accessibles qu'au personnel qui travaille dans un établissement scolaire privé sous contrat. Qu'il soit titulaire ou contractuel, suppléant ou maître auxiliaire, ça ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est être en poste au moment de l'inscription, parce qu'il va notamment y avoir des actions à mettre en place avec l'aval du chef d'établissement, entre autres. Et d'ailleurs, petite info, on ne dit pas CPE dans le privé, mais plutôt responsable de vie scolaire, même si c'est très courant d'entendre CPE par tout le monde. C'est pas si grave, tu me diras, mais certains collègues tiennent à cette distinction, en particulier ceux du public qui ont passé le concours du public et sont affectés dans le public. Eh bien, oui, il y a aussi des spécificités pour nos collègues des établissements agricoles. Qui veut devenir CPE dans l'agricole peut passer le concours CPE du public ou bien se tourner vers les INSPE qui proposent un master meuf encadrement éducatif avec le parcours CPE dans l'enseignement agricole. Même concours, mais avec un apport de formation centré sur l'enseignement agricole, forcément. Si le CPE passe le concours de l'enseignement agricole, il dépend alors du ministère de l'Agriculture, même si, c'est sûr, ses missions ne sont pas si éloignées que ça des missions du collègue CPE de l'Éducation nationale. Et si passer un concours, ce n'est pas dans les projets, ou qu'on est incertain, que l'on veut savoir ce qu'est le métier sans se lancer tout de suite dans la grosse étape qu'est le Master MEF, on peut soit faire faisant fonction si l'on est déjà en poste dans l'éducation nationale, et oui, on me dit à l'oreille qu'un AED peut parfaitement faire faisant fonction, soit on devient CPE contractuel dans le public via la plateforme Chloé, ou bien tenter de faire des suppléances dans le privé en jetant des coups d'œil réguliers aux offres d'emploi sur les sites de la DDEC ou de l'UDOGEC de son département. Un mot ou deux sur les évolutions de nos collègues CPE. Il y a 2 concours qui leur sont accessibles s'ils sont tentés d'évoluer dans leurs fonctions. Ils peuvent soit devenir IA-IPR, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régionaux, soit IA-IPR EVS pour établissement et vie scolaire. Ou même se tourner vers les concours de recrutement des personnels de direction. Cela en fonction de certaines conditions, évidemment. On aime ça, les circulaires. Du calme, on ne va pas se faire toute la circulaire, loin de là. Les missions des CPE sont spécifiques à la vie scolaire et sont inscrites dans le référentiel de compétences de 2013, ainsi que dans la dernière circulaire en vigueur les concernant, c'est-à-dire celle de 2015, une actualisation de la circulaire de 1982. On notera que le CPE joue un rôle de conseiller technique du chef d'établissement et que pour le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, il participe à la conception et à la mise en œuvre de la politique éducative de l'établissement, donc du projet d'établissement via son volet éducatif. Sinon, pour les inspections, c'est bien les IPR établissements et vie scolaire qui inspectent les CPE. À ce propos, tu noteras qu'ils partagent leurs inspecteurs avec les chefs d'établissement. Question hiérarchie, allons-y! L'un des premiers paragraphes dit ceci, je cite, « Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés au personnel enseignant pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation. » Fin de citation. La première observation, c'est que les CPE exercent sous l'autorité du chef d'établissement avant tout. Deuxième élément, même s'ils organisent le service de la vie scolaire, cette circulaire ne mentionne nulle part qu'ils sont chefs de service. Troisième élément, aucune hiérarchie entre les CPE et les enseignants n'est spécifiée. On parle de collaboration, d'association, mais jamais de hiérarchie. Quatrième élément, un petit dernier quand même, ils font partie des personnes ressources en matière d'orientation, c'est bien de s'en rappeler. Équipe de direction ou pas? La circulaire dit ceci, je recite, « Les CPE sont associés aux différentes équipes pédagogiques des classes dont ils ont la charge. S'ils sont plus particulièrement concernés par les moments hors de la classe, ils sont aussi impliqués dans les conditions d'appropriation des savoirs par les élèves et associés à la construction de leurs projets personnels, notamment en collaboration avec les professeurs principaux. » Fin de citation. Donc, on peut se dire que c'est un rôle éducatif avec une visée pédagogique. Pas de direction là-dedans. Notons aussi qu'ils, je recite, participent aux instances de l'établissement dont ils sont membres de droit. Entre parenthèses, notamment les conseils d'administration, conseils de classe, conseils pédagogiques, conseils de discipline, fin de la parenthèse.
En outre, ils peuvent dans certains cas assister à titre consultatif aux instances dont ils ne sont pas membres. Fin de citation. Et dans tout ça, on ne retrouve pas le conseil de direction dans ces instances de droit, le CPE n'étant pas un personnel de direction. Mais il peut être convié à ces réunions d'équipe. Pour la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le dynamisme de l'établissement et les apports dans l'animation éducative. Voici ce qu'on trouve. Je recite encore, pardon. Ils organisent la formation des délégués, veillent à permettre une socialisation au sein de l'établissement par des moments de vie collective, contribuent au développement de l'animation socio-éducative en apportant une contribution essentielle à l'élaboration de projets éducatifs et socio-culturels. Ils peuvent participer à l'animation des heures de vie de classe et accompagnent les élèves dans l'apprentissage de la citoyenneté, notamment en les informant de leurs droits et responsabilités et de la capacité à les exercer dans les espaces de vie scolaire. Entre parenthèses, foyer socio-éducatif, maison des lycéens, pause méridienne, association, fin de la parenthèse et dans le même coup, fin aussi de la citation. Bref, un champ d'action qui ne se limite pas qu'à coller des élèves ou à faire barrage aux équipes pédagogiques. Après tout, on ne parle plus d'un surveillant général, on parle d'un CPE. S'il fallait résumer la circulaire de mission sans la surinterpréter, on dirait que les conseillers principaux d'éducation, en tant que personnel non enseignant, ont des responsabilités vis-à-vis du fonctionnement de l'établissement, notamment dans les aspects collectifs et le temps hors classe. Qu'ils collaborent pleinement avec tous les membres de la communauté éducative via un suivi des élèves et une participation aux instances de l'établissement. Enfin, ils tiennent un rôle de premier plan dans l'animation éducative, qui regroupe des actions collectives et individuelles, des temps d'échange et des temps d'animation. Bien joli de parler circulaire et de se baser que sur du papier, mais, comme toujours, entre la théorie et la pratique, il n'y a qu'un pas entre léger écart et gouffre monstrueux. Quel est le quotidien des CPE ? Quelle est leur réalité dans cet aspect d'animation éducative ? La base de la base d'abord. Si l'école s'administre de la même façon sur l'ensemble du territoire national, encore que, il est bien évident que le fonctionnement interne diffère entre établissements, même s'ils sont voisins géographiquement. Surtout lorsqu'il est question d'animation éducative, de dynamisme. Budget, moyens alloués, politique de l'établissement, besoin des équipes et des élèves, tous ces éléments feront que le vécu des collègues sera forcément différent. Ils y trouveront des similarités autant que des divergences. Alors la réalité dite ici ne sera pas toujours leur réalité. Voilà, c'est dit, on file sur ce qui peut être demandé aux collègues. À commencer par la présence aux instances des établissements. Conseil de classe, conseil pédagogique, conseil de vigilance ou de discipline, conseil d'administration, conseil de direction aussi, même si leur rôle reste limité sur ce dernier, puisqu'ils ne sont pas personnels de direction. À cela s'ajoutent les réunions de bassin, les réunions en lien avec un thème développé dans leur établissement, les commissions permanentes ou éducatives, les comités de restauration, d'hygiène et de sécurité, d'éducation à la santé et à la citoyenneté, le développement durable. Ah, que c'est long, que ça n'en finit pas! Des temps de réunion dont certaines sont effectivement inscrites dans la circulaire. Par exemple, le conseil de classe ou le CPE est admis en tant que membre de droit et participe quand son organisation et son emploi du temps le lui permettent. Rajoutons-y une mission également inscrite officiellement dans la circulaire, celle de la formation des délégués qu'ils peuvent au passage exécuter avec la coopération des professeurs documentalistes. Une formation qu'il faut préparer avec tout son contenu d'ailleurs, et pas juste sur un plan logistique. Mais qui dit formation des délégués dit aussi organisation des élections des délégués. Et ça, est-ce que c'est leur mission ? La circulaire ne mentionne pas une obligation d'organisation de leur part, ou de participation active d'ailleurs, juste qu'ils s'emploient à encadrer la formation des délégués. Cependant, il est d'usage qu'ils chapeautent toutes les élections de l'établissement, du délégué de classe à l'éco-délégué, délégué de l'internat ou la présidence des instances élèves quand il y en a. En gros, assurer de l'organisation logistique jusqu'à l'accompagnement lors des élections, sans compter les formations à destination de ses collègues assistants d'éducation, dont il a aussi la charge. Dans les animations éducatives, justement, qu'avons-nous ? La mise en place de partenariats et des interventions extérieures. Non-harcèlement et la journée contre le harcèlement à l'école, le dispositif Sentinelle référent et le programme phare dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Intervention en lien avec le développement durable, le recyclage, les gestes à adopter et le réchauffement climatique. Intervention d'associations sur les dérives d'alcool, de substances illicites, les drogues, les addictions ou tout type de violence.
sensibilisations diverses qui touchent au climat scolaire, à la citoyenneté et à la tolérance, à la confiance en soi, au handicap. Bref, que de partenariats à mettre en place, de personnes à contacter, d'organisations complètes à définir pour permettre ces venues extérieures. Parfois en collaboration avec les professeurs documentalistes, parfois ne reposant que sur les bras du CPE. Et, dans tous les cas, pas mal de temps de recherche à y consacrer, mine de rien. Maison des lycéens, bureau des élèves ou des étudiants, conseil de la vie collégienne ou lycéenne, club et atelier, toutes ces instances sont aussi chapeautées par le CPE. Même s'il n'est pas dans l'obligation de s'en occuper ou d'être présent pour chaque instance, c'est vers lui qu'élèves, enseignants et personnel se tournent pour mettre en place des actions, ne serait-ce que pour le niveau logistique, mais aussi pour obtenir une approbation, des conseils et une validation de l'action. On se rappelle alors de l'un des passages lus précédemment sur le développement de l'animation socio et éducative. Cette partie parle bien d'une contribution à l'élaboration de projets éducatifs et socio-culturels, pas d'une prise en charge totale. Et en même temps, qui d'autre pourrait assurer cette charge-là? Le quotidien ne s'arrête pas qu'à l'animation pour les élèves, il y a aussi l'animation des personnels. Le CPE gère l'équipe de la vie scolaire. Ah oh, attends, je vais me corriger tout de suite. On se parle bien d'équipe et pas de service. Ça, j'ai oublié de te le préciser plus tôt. La vie scolaire n'est pas considérée comme un service. Une équipe comptant à la fois les AED, les AP s'il y en a, les AESH et les volontaires quand l'établissement en accueille. Des volontaires de corps européen de solidarité, des services civiques ou même d'autres formes d'échange. La mission du référent ou de tuteur peut alors leur revenir pour les volontaires. Pour aller plus loin concernant la vie scolaire, même si ce n'est pas explicitement inscrit dans la circulaire de mission, le CPE est le plus souvent chargé de recruter ses collègues, même si au final c'est le chef d'établissement qui a le dernier mot. Enfin, dans certains établissements, c'est bien le CPE qui doit concevoir les emplois du temps de ses collègues enseignants et vie scolaire, et lui qui fait les changements nécessaires lors des absences, des sorties. En gros, qui fait en sorte de contenter à la fois élèves et collègues lorsqu'il en a la possibilité. Et puis les formations, la gestion de la vie scolaire, tout ça lui revient, même si pas dans la circulaire. Tout ça rien que dans le champ de l'animation et du dynamisme. Et pourtant, on le rappelle, ce n'est qu'une partie des missions du collègue. Alors en fin de compte, quels sont les abus dans ce rôle de premier plan? 2-3 mots sur les primes avant. Le CPE peut en effet bénéficier de l'IMP, l'indemnisation pour mission particulière, mais pas de l'ISOE, qui correspond à l'indemnité de suivi et l'orientation des élèves, ce malgré sa mission d'accompagnement à l'orientation explicitée plus tôt par la circulaire. Cependant, il bénéficie d'une indemnité forfaitaire CPE qui fait office de, on va dire, de compensation pour l'ISOE, entre guillemets, hein. Cette indemnité concernerait le temps passé en conseil de classe ou les rencontres avec les familles, par exemple. Mais attention, ça, c'est pas explicité dans les textes. Contrairement à ses collègues AED, lui peut bénéficier de la prime REP+. Pas de prime d'équipement informatique lors des confinements vécus ces dernières années, comme les professeurs documentalistes. Mais ça, est-ce qu'on peut s'en étonner? Pas d'heures supplémentaires non plus, pas de rattrapage d'heures, sauf si un arrangement est trouvé avec le chef d'établissement, ce qui veut dire que ça va dépendre de chaque volonté. On note quand même que les CPE peuvent avoir un logement de fonction si nécessité, mais dans ce cas-là, ce sera aussi à avoir des astreintes. Ah, mais ça nous avait manqué toutes ces suppressions de postes dans la maison. À ton avis, est-ce que la dynamique de suppression et d'économie qui touche les enseignants touche aussi le corps des CPE? La réponse est toute simple, mais juste pour la forme, mettons-y les chiffres précis. Sur 10 ans, soit de 2011 à 2021, il y a eu pas mal de renversements. En 2011, il y avait 330 postes offerts au concours interne et externe réunis, pour 340 en 2021, interne et externe aussi. Est-ce que ça stagne pour autant? Pas du tout! 2016 avait 488 postes offerts, le plus haut taux de postes ouverts au concours, contre 300 seulement en 2012. Résumons, 2011, 330 postes, 2013, 300 postes, 2016, 488 postes, 2021, retour à 340 postes. Mais il faut savoir qu'entre 2013 et 2018, il y avait toujours plus de 400 postes offerts pour la simple et bonne raison qu'il y avait 3 voire 4 concours ouverts. L'externe, l'interne, le troisième concours et dans quelques cas, le concours réservé. Forcément, les autres années retombent à 300 postes, c'est logique. Et soudain, 2022 nous offre 560 postes à l'externe, 70 à l'interne et 10 au troisième concours, soit un total de 640 postes en tout. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette dynamique?
Outre le fait que depuis 2019, il n'y a quasiment plus aucune création de postes pour les concours, les suppressions de postes pour les CPE sont aussi de plus en plus nombreux, bien que bien moins médiatisés que celles des collègues enseignants. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais régulièrement, tu pourras trouver sur des médias d'information des collèges et des lycées qui manifestent car ils perdent des postes de vie scolaire. C'est aussi 13 205 CPE pour nos collèges et nos lycées en 2021, si l'on en croit l'ADEP et son rapport Repères et références statistiques 2021. Tu trouveras ces données dans le tableau des personnels non enseignants de la page 303. Et ce sont en tout 10 750 collèges, lycées et EREA qui existent en France. Des établissements à la superficie différente, aux effectifs et publics différents, sans compter les établissements qui n'ont pas de CPE parce que non remplacés, voire par poste non créé. Sauf que sans CPE, certaines missions ne peuvent pas s'accomplir dûment. Encore plus quand on constate tout ce qui leur est demandé sur l'animation éducative seule. Et les conséquences se voient déjà. Enfin, avec les chiffres de 2022, cette tendance s'inverse et on peut se dire que des établissements sans CPE vont enfin pouvoir en accueillir et que d'autres pourront rajouter un élément à leur équipe de CPE. Et on constate en même temps, avec une certaine amertume, que ces postes en plus pour la vie scolaire correspondent en fait aux suppressions de postes pour les enseignants. Les incertitudes au sein des différentes équipes. Eh bien, oui, la place des CPE s'avère difficile à définir clairement, en dépit de la circulaire de mission. Incertitude avec l'équipe de direction. Est-il personnel de direction? Est-il membre de droit? Il fait partie de ce qu'on appelle équipe de direction élargie. Mais qu'est-ce que le mot élargi recouvre vraiment? Y a-t-il des limites? Incertitude avec la vie scolaire. Est-il chef de service? Est-il un animateur? Incertitude avec les enseignants. Fait-il partie de l'équipe pédagogique? A-t-il son mot à dire en pédagogie? C'est d'ailleurs pour ça que sa présence au conseil de classe interroge certains enseignants. Il y est membre de droit et y assiste, mais seul le chef d'établissement ou un adjoint de direction peut présider le conseil de classe à l'heure actuelle, sauf s'il y a une délégation, où là, CPE et enseignants peuvent présider. Or, des collègues CPE sont amenés à présider automatiquement, d'où l'idée qu'ils sont personnels de direction, puisqu'en charge d'une responsabilité de la direction. Ah ouais, pas simple, hein? Pourtant, leur présence apporte des éclairages sur des situations tendues avec les élèves. Incertitude au niveau des responsabilités, aussi, parce que la circulaire fait en sorte de réguler, mais elle demeure vague sur des points essentiels. Pas personnel de direction officiellement, pourtant, le CPE siège au conseil de direction à titre consultatif. Pouvoir limité, mais présence requise, et les enseignants s'interrogent alors sur le lien de hiérarchie entre eux et le collègue. À la fois des missions d'ordre éducatif, oui, mais aussi pédagogique. Parce que la vie scolaire ne se résume plus seulement au seul aspect éducatif par son champ d'action élargi. Mais alors, où est la frontière entre les deux champs d'action? Pas chef de service au sens propre, mais responsable du bon fonctionnement d'une équipe. Donc quelque part, chef de service quand même, et supérieur hiérarchique de ses collègues AED. Même si, encore une fois, la circulaire n'en fait pas mention. Le projet de la vie scolaire existe-t-il encore? Déjà, il n'est pas à confondre avec le bilan vie scolaire. On se parlait brièvement de politique éducative de l'établissement tout à l'heure, et du rôle de CPE dans cette fameuse politique. En fait, le projet de vie scolaire y est intégré, et il s'agit de définir formellement des objectifs d'une part du CPE, mais aussi de la vie scolaire en général. Le bilan vie scolaire, lui, est un outil qui vise à prendre du recul sur les chiffres et les actions de l'année. Par exemple, en s'appuyant sur les chiffres de l'absentéisme, le décrochage scolaire, les retards et les absences par classe ou division. En gros, tout ce qui peut être utile à la compréhension pour la nouvelle année. Un outil de prise de recul dont on se sert pour l'année suivante, en particulier lors de la réunion vie scolaire de rentrée, puisqu'on aura le détail des éléments à surveiller et de ce qui peut être amélioré. Mais ce projet de vie scolaire, qui est différent du bilan de vie scolaire, suscite les questionnements lui aussi. La politique éducative de l'établissement est par définition collective, puisque votée au conseil d'administration. Ce qui n'est pas le cas du projet de vie scolaire, dont toute la trame repose entièrement sur la vie scolaire et le CPE. Une équipe et pas un service, je te le rappelle. À ce titre, les projets de vie scolaire ne sont en rien une obligation. Ils ne sont même plus mentionnés dans la circulaire de mission d'ailleurs. Néanmoins, lorsqu'on parle de politique éducative, il faut bien partir de données concrètes et d'une étude précise pour définir les besoins de l'établissement et aussi les axes de travail à développer. Par cette simple démarche, le projet de vie scolaire, qui s'intègre forcément à la politique éducative, finit par devenir, disons, presque obligatoire dans la pratique, histoire de dégager des axes et des objectifs à atteindre, puisque la vie scolaire constitue une part du volet éducatif du projet d'établissement.
Pas obligatoire dans des textes et pourtant assez vite indispensable par rapport à la cohérence du projet. Au final, les CPE se voient attribuer cette mission de projet de vie scolaire en plus du bilan et du reste. Parler d'abus, mais aussi parler de limites, ça fait sens. Et cette limite se trouve dans tout ce qu'on leur demande en réalité. D'assurer des missions éducatives autant que pédagogiques, et ce qui contribue à faire de la vie scolaire un élément indispensable et polyvalent de l'établissement finit par mettre toute l'équipe en tension. Impulser une dynamique ne doit pas se faire au détriment des autres missions du CPE. Or, cette polyvalence et cette présence qu'on leur demande dans l'animation de l'établissement empiètent fatalement sur le reste de leurs attributions. Cet épisode s'attache à analyser la partie animation éducative et dynamisme. Mais évidemment, je te le dis depuis le début, le rôle du CPE ne se borne pas qu'à jouer l'animateur et le communicant. Il y a des missions pédagogiques, des missions qui nécessitent du temps. Ne serait-ce que gérer les conflits quotidiens entre élèves, les conflits entre élèves et enseignants, entre enseignants et parents. Et cette place incertaine dans toutes les instances, c'est aussi une limite, dans la mesure où le CPE ne peut pas s'intégrer à une équipe s'il y a toujours l'idée de hiérarchie qui trotte derrière. Or, pouvoir se reposer sur une équipe est probablement l'un des fondamentaux pour un métier qui est au centre de l'établissement, qui communique avec tout le monde, à la fois par un dialogue individuel ou collectif. Le fait de ne pas être en mesure de se situer précisément sur une équipe et de devoir naviguer entre tous engrange parfois des tensions, si ce n'est pire. En dépit de ça, la présence du CPE est quasiment indispensable au dynamisme de l'établissement par sa polyvalence dans les instances. Et bien sûr, parce qu'il ne pourrait pas tenir seul dans une vie scolaire, c'est toute une équipe d'assistants d'éducation qui vient en complément. Dans mon expérience personnelle, tous les CPE avec qui j'ai travaillé étaient admis au conseil de direction à titre consultatif. Leur pouvoir était plutôt limité et ils n'avaient aucune prise sur les décisions. Et au final, même si leur avis était écouté, je ne sais pas s'il était pris en compte. Pourtant, ayant une présence permanente dans tout l'établissement, leur voix est importante et leurs observations, idées ou demandes, pas si inutiles que ça. Au contraire, puisqu'ils sont en contact avec toute la communauté éducative. Ils apportent cette vision multiple qui peut contribuer au bien-être et à la réussite des élèves et des personnels. Ce qui me saute aussi aux yeux aujourd'hui, c'est à quel point ces collègues que j'ai eus étaient sollicités sur des projets, des animations, des interventions extérieures, de la sensibilisation et des dispositifs, ou juste de la discipline pure, et à quel point ça leur bouffait du temps et de l'énergie. Plus autant de temps pour traiter les urgences, plus autant de disponibilité pour les entretiens individuels avec élèves, collègues et familles. Ce volet-là est pourtant indissociable de la vie scolaire, du CPE, parce que la mission première se situe bien autour de l'élève. Plus assez de temps pour l'administratif aussi. Bref, être CPE exige de plus en plus de savoir tenir face aux pressions, notamment celle du temps. Je sais bien que ça n'arrive pas à tout le monde, que ça dépend de l'établissement, de son fonctionnement, de ses équipes, de sa structure ou de sa taille, de tant d'éléments. Mais je sais aussi que la circulaire de mission n'est pas toujours respectée, tant elle est elle-même nébuleuse sur certains points. Et en même temps, toutes ces initiatives de départ apportent un plus indéniable à l'établissement comme à chacun. Encore faut-il ne pas tout reposer sur les mains d'une seule personne et attendre tout d'elle. Porteur de projet, le CPE participe pleinement à l'animation éducative et à la vie de son établissement. Cependant, il n'est en rien un animateur, et dynamiser l'établissement ne doit pas se faire au prix de ses nombreuses autres missions et responsabilités. Entre tout ce qu'on lui demande, la considération difficile de son métier et les difficultés rencontrées, notre collègue se retrouve pris en étau sur des éléments dont il n'a plus la maîtrise. J'en viens donc à te demander ça. Faudra-t-il en revenir à changer l'appellation CPE pour un autre nom qui représente davantage ses missions actuelles ? Allez, vendredi prochain sous Capsule Éducation, même horaire, même endroit. C'est l'heure de plonger dans un sujet très brûlant et très actuel aussi, celui des tenues vestimentaires en milieu scolaire. Très vaste sujet, hein ? Porte-toi bien et ne baisse pas les bras.